Aujourd'hui, nous allons tenter de revivre l'histoire de la formation d'un système dont nous faisons tous partie, le système solaire. Et pour cela, il va nous falloir remonter avant nous, avant que la Terre ne se forme, et avant même que le Soleil ne s'allume. Pour former un système solaire et y allumer une étoile, l'ingrédient de base est toujours le même. Il vous faut de la masse. Beaucoup de masse. L'équivalent de 10 à 50 fois celle de notre Soleil, éparpillée dans un volume de plusieurs années-lumière de diamètre et sous la forme d'un immense nuage de gaz moléculaire et de poussière. Une fois que vous avez ça, ne reste plus alors qu'à attendre un élément déclencheur, comme par exemple l'explosion d'une étoile à proximité pour le perturber, ou tout simplement laisser faire le temps en patientant quelques 100 000 ans. La durée minimum qu'on estime nécessaire pour qu'un fragment de ce nuage commence à se contracter sous l'effet de son propre poids. S'effondrant sur elle-même, les nappes de gaz vont alors accélérer le processus et l'ensemble se mettre à tourner, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Comptez 1 à 10 millions d'années pour que sous l'effet combiné de la gravité et de la rotation, la majorité de la matière s'accumule au centre, dans une bulle de gaz en condensation, pendant que le reste s'étale sur un plan pour y former un disque protoplanétaire. Ici, dans ce milieu turbulent, toute la matière qui va donner naissance aux futures planètes est déjà là, essentiellement sous forme de minuscules grains de poussière qui vont coaguler et grossir au gré des collisions. En quelques milliers d'années, ces tout petits grains, sous l'action des forces électrostatiques ou de par la fusion partielle de leur surface, vont, en se collant, atteindre des tailles de l'ordre du centimètre. Ils sont les points de départ des mondes à venir. Donnez-leur encore quelques siècles supplémentaires et certains deviendront des blocs de l'ordre du kilomètre, qui à leur tour continuent à prendre de l'ampleur, entrent en collision, fondent et fusionnent les uns avec les autres, s'agrégeant en blocs de plus en plus gros. Ils finissent par former ce qu'on appelle des planétésimaux. Ces embryons de planètes, de taille comparable à la Lune, commencent à nettoyer leur orbite, en les débarrassant lentement des poussières qui s'y trouvent. À peine 100 000 ans se sont écoulés depuis que le nuage a commencé à s'effondrer. De plus en plus de masse est concentrée au centre du système, qui aspire maintenant une grande partie des gaz alentours. La matière qui s'y condense et s'y réchauffe commence à s'effondrer sous l'effet de son propre poids, et la contraction gravitationnelle fait monter la pression et la température. Les atomes y entrent en collision de plus en plus fortement, et lorsque dans ce brasier agité, le thermomètre atteint 2 millions de degrés, des noyaux d'hydrogène vont occasionnellement se mettre à fusionner, créant ainsi une source d'énergie interne qui s'oppose à la contraction. Un réacteur thermonucléaire s'est allumé, et donc une jeune étoile est née. Lors de ses premiers instants de vie, elle est à peine visible, profondément enfouie derrière un voile de gaz opaque qu'elle éclaire depuis l'intérieur. Mais bientôt, le cœur du système va cesser d'attirer à lui la matière, car la lumière qu'il émet et les vents solaires qui suivront vont agir tel un chasse-neige sur les gaz et les poussières environnantes. Les premiers millions d'années d'existence du jeune Soleil sont mouvementés. Hautement instable, il est dans une phase dite de théorie. Et à l'image de la plupart des jeunes étoiles, il commence sa vie par une crise d'adolescence prononcée. En l'espace de quelques jours, voire quelques heures, son intensité lumineuse peut varier brusquement, et ce d'un facteur 40. Imprévisible et nerveuse, la jeune étoile est aussi sujette à de violents coups de colère, qui se manifestent à travers la présence d'un champ magnétique en rotation rapide et capable de propulser à travers le système de puissants jets de matière à des vitesses pouvant atteindre les 300 km/s. Les vents stellaires et la chaleur produite par l'étoile ont maintenant repoussé en périphérie les gaz, là où sont en train de se former les planètes gazeuses, qui n'en sont pas encore vraiment. Mais très vite, leur imposant noyau, qui peuvent atteindre une dizaine de masses terrestres, leur permet d'attirer à eux l'hydrogène et l'hélium de leur voisinage, au point de devenir si massives qu'elles se trouvent capables de former leur propre disque d'accrétion, des sortes de mini-systèmes solaires où se forment leurs lunes. La capture de planétésimaux passant par là pourrait bien ajouter d'autres satellites à leur royaume. Dans la partie interne du système, ne reste qu'une petite dizaine de protoplanètes, qui ont pratiquement fini leur moisson de matière. Les orbites de ces corps restent encore largement instables, et occasionnellement, certains se rencontrent, fusionnant ou se désintégrant. Ils contribuent à réduire leur nombre. Et puis, au bout de quelques dizaines de millions d'années, l'intensité des rayonnements ultraviolets émis par la proto-étoile a fini de dissiper entièrement les restes du nuage ayant donné naissance au système.
Les géantes n'ayant désormais plus de gaz à se mettre sous la dent, la majorité de leur croissance est terminée. Sur les trajectoires des orbites encore imparfaitement nettoyées, ne restent plus que des blocs suffisamment massifs pour avoir résisté à la chaleur et à l'intensité de la jeune étoile, dont les sauts d'humeur finissent par se calmer. Et au bout d'une dizaine de millions d'années d'activité, les couches de gaz de l'astre se stabilisent. L'étoile a gagné en maturité et est sortie de sa phase dite de Théorie. Au centre du système qui porte son nom, trône maintenant le roi Soleil, pratiquement tel qu'on le connaît. Une étoile stable, entrée dans sa séquence principale et dont le moteur thermonucléaire ronronne désormais à l'hydrogène. 99,8% de la matière du nuage initial a servi à le fabriquer, et plus des 2/3 de la masse restante a fini dans Jupiter. Quant au reste, tout le reste, c'est partager les miettes restantes. Et avec ce petit 0,05% de matière délaissée par l'étoile et Jupiter, tous les autres corps du système ont été formés. Notre planète Terre, elle, nettoie toujours son orbite. Et elle n'a pas vraiment cet aspect-là. Elle est en fusion du fait de la chaleur accumulée, par les collisions à répétition, mais aussi de par des matériaux radioactifs abondants dans le système solaire primitif, et qui ont pour la plupart coulé au centre, où ils sont encore, et la réchauffent de l'intérieur. On pourrait même dire qu'elle n'existe que partiellement, car il lui manque encore un dixième de sa masse, qu'elle va bientôt acquérir dans un grincement de fin du monde, en rentrant en collision avec une autre protoplanète de la taille de Mars. Et suite à ce télescopage, la voilà équipée d'une lune. En parallèle, pendant les centaines de millions d'années qui suivent, les survivants de ce jeu de billard cosmique cherchent leur point d'équilibre. Les planètes du système dont les orbites ne sont pas totalement stabilisées se livrent désormais à distance à un dangereux jeu d'influence. Au gré des résonances orbitales, dans un balai chaotique et complexe où les orbites sont malmenées, les planètes bougent, migrent et se perturbent les unes les autres. Les 4 géantes gazeuses sont alors dans une configuration beaucoup plus compacte et plus proche de notre Soleil. Et d'après nos modèles, Jupiter et Saturne sont venus repousser les orbites des géantes Uranus et Neptune dans la ceinture de Kuiper. Les millions de corps glacés qui s'y trouvent sont perturbés par l'arrivée des deux géantes, et beaucoup d'entre eux vont alors quitter la ceinture pour aller arroser dans un jeu de circonvolution les planètes intérieures du système, qui se retrouvent alors sous un feu nourri de comètes et autres astéroïdes. Cette pluie constante de cailloux venus du ciel va apporter sur Terre la désolation, mais aussi une quantité considérable d'un trésor sous la forme d'eau piégée dans les roches et qui va progressivement remplir les océans. On appelle cet événement le grand bombardement tardif. La Lune en garde encore aujourd'hui les stigmates sous la forme de nombreux cratères. Et voilà enfin les orbites stabilisées et le système pratiquement achevé. L'occasion pour nous d'aller en voir d'autres, sans avoir recours cette fois aux images de synthèse. Car des disques protoplanétaires en formation, nous en avons de vraies images, qui viennent merveilleusement affirmer nos théories sur les formations de systèmes planétaires. Ici, dans la nébuleuse d'Orion, on a découvert plusieurs systèmes en formation. Comparés aux 33 années-lumière de diamètre de cette structure, ces systèmes font l'effet de taches insignifiantes. Ils contiennent déjà pourtant suffisamment de matière pour allumer les étoiles qui s'y trouvent et donner naissance dans leur sillage à des planètes tournant autour. Là, on devine au centre de cette bulle la présence d'une jeune étoile, dont la lumière dessine les contours du cocon de gaz qui l'enveloppe. Étudier cette pouponnière qui occupe un pan du ciel 4 fois plus étendu que la pleine lune permet de retracer l'histoire qui a sûrement été celle de notre système solaire à ses débuts. L'histoire de notre berceau avant qu'il ne prenne feu. Car pour nous aussi, tout a dû commencer comme ici, dans une pouponnière à étoiles de ce type, à partir d'immenses bulles de gaz en condensation, comme celle-ci, qui dérive actuellement dans l'espace et dont la progression dans le milieu interstellaire, riche en gaz et en poussière, dessine comme des ondes de choc. En scrutant le ciel avec nos télescopes, on a même récemment obtenu des images peut-être encore plus saisissantes, celles de planètes en train de se nourrir de leurs disques protoplanétaires. Ces systèmes naissants sont indéniablement entourés de mondes en formation, qui se révèlent à nous à travers les sillons qu'ils laissent sur leur passage. Voilà à peine quelques décennies que nous commençons à entrevoir l'extraordinaire diversité des sites de formation planétaire. Et vu la quantité d'entre eux que l'on a découverts, vu le champ des possibles que semblent permettre les variétés des compositions, des vitesses de rotation, des tailles et des masses des nuages qui peuplent le ciel, il n'est sûrement pas insensé de penser qu'en matière de découverte d'autres mondes, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Qui sait ce que celui-là pourrait bien contribuer à former ?
des mondes peut-être accueillants, où un jour sur l'un d'eux pourrait se retrouver. Je te dis que notre planète est plate, elle tient en équilibre posée sur le dos de 4 éléphants, eux-mêmes posés sur le dos d'une tortue de mer qui se déplace dans l'univers. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que c'est encore plus fou que ça. Pour garder la lumière à tous les étages, pensez à activer la cloche et ainsi pouvoir suivre toute la série. Et si vous aimez les contenus utiles ou futiles, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Twitter ou Facebook.